Je m'appelle Abid, et j'ai 35 ans. Le soir de Thanksgiving, ma mère a regardé ma fille de 8 ans, Naomi, droit dans les yeux, et a grogné, « Tu n'es pas de la vraie famille. Va dans la cuisine, c'est là qu'est ta place. » Quand Naomi a commencé à pleurer, ma mère a attrapé une paire de ciseaux de cuisine, a coupé ses 2 tresses en plein milieu des tartes à la citrouille, l'a giflé violemment, et a sifflé, « Connais ta place, petite usurpatrice. Tu ne seras jamais l'une des nôtres. » Naomi est adoptée. Naomi est noire. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas pleuré devant elle. J'ai simplement ramassé chaque tresse coupée sur le sol, je les ai mises dans un sac Ziploc, et je suis parti avec ma fille. Mes parents pensaient que l'histoire s'arrêtait là. Ils ignoraient que, pendant 8 ans, quelqu'un d'autre avait observé silencieusement, enregistré, et attendu le moment exact où ils franchiraient la limite. 4 jours plus tard, lorsqu'ils se sont présentés à ma porte avec leur faux sourire, le pays entier les regardait déjà. Et cette fois-ci, c'était eux qui allaient apprendre quelle était leur place. Bienvenue dans les épisodes de vengeance. Si la trahison familiale et la justice glaciale sont votre tasse de thé, vous êtes au bon endroit. Laissez un commentaire, dites-moi d'où vous regardez, et n'oubliez pas de vous abonner. Cette histoire commence avec des ciseaux, et se termine avec une nation entière qui prononce son nom. Laissez-moi vous ramener 4 jours en arrière. Le mercredi précédent Thanksgiving, je me tenais dans ma cuisine, dans le quartier de Five Points à Raleigh, et je regardais ma fille se tresser les cheveux dans le miroir du couloir. Naomi avait 8 ans, elle était en CE2, et elle se chantait une chanson d'Elmo, pendant qu'elle s'affairait. Elle zozote légèrement sur les « R ». Elle a ce défaut de prononciation depuis qu'elle a 3 ans. Son orthophoniste n'arrête pas de me dire que ça lui passera en grandissant, et je continue d'espérer que non. Quand elle a demandé « Maman, est-ce que j'ai l'air d'une andouille ou d'une princesse, aujourd'hui ?» Je lui ai répondu « Les deux. » C'est ça, le secret. Elle m'a tendu son album rose. C'est l'album dans lequel elle garde une photo de chaque coiffure qu'elle a portée, depuis l'âge de 3 ans. Elle voulait me montrer celle où elle portait 2 pompons et un bandeau, pour son 5e anniversaire. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. Pas un appel, mais un message de ma mère. Juste pour te prévenir, disait le message, le plan de table est finalisé. Il n'y aura pas de place pour la petite à côté de nous. Elle sera plus à l'aise dans la cuisine, avec les filles de Whitney, à leur propre table. Je l'ai lu 2 fois. Ensuite, j'ai posé mon téléphone face vers le bas sur le plan de travail, j'ai regardé Naomi dans le miroir, et je n'ai rien dit. Elle avait pris ce bébé dans ses bras, le jour où je l'avais ramené de l'agence. Naomi avait 6 mois, à l'époque. Je me souviens exactement de la façon dont ma mère l'avait tenue, sur le pas de la porte. Une prise prudente, à 2 mains, comme si elle réceptionnait un colis. 8 ans plus tard, ma mère n'avait jamais prononcé le prénom de ma fille sans mettre un déterminant devant. La petite, l'enfant, celle que tu as choisie. Les filles de Whitney étaient, les filles. Naomi était, la petite. Je n'ai pas répondu au message. Je suis allé dans le salon, et j'ai regardé la sonnette Ring, que j'avais installée 6 mois plus tôt. J'avais dit aux voisins que c'était pour les livraisons. C'était à moitié vrai. L'autre moitié, c'était pour la personne qui se tenait dans l'encadrement de la porte avec un verre de vin, à chaque fois que je ramenais Naomi à la maison. En mai, lors d'un barbecue chez mes parents, Naomi avait glissé sur les marches de la terrasse arrière. Une branche de vigne du jardin lui avait accidentellement fouetté l'œil. Ma mère était l'adulte le plus proche. Je n'avais rien pu prouver, mais je pouvais au moins savoir qui s'approchait de ma porte d'entrée, à partir de ce jour-là. La caméra a clignoté une fois, dans ma direction. J'ai cligné des yeux en retour. Ensuite, je suis retourné dans la cuisine, et j'ai aidé Naomi à finir ses tresses. Et cette nuit-là, quand elle s'est endormie, j'ai préparé sa robe de Thanksgiving sur la chaise, à côté de son lit. Elle était en velours vert forêt. Elle l'avait choisie elle-même, chez Target. Le lendemain matin, nous avons conduit jusqu'à Cary. La maison de mes parents se trouve dans une large rue, bordée de maisons de style colonial, avec des boiseries blanches et de petits ais de buis. Sur la boîte aux lettres, on peut lire le nom Id, en lettres de laiton que mon père a installé personnellement en 1996. J'ai aimé cette boîte aux lettres, pendant la majeure partie de ma vie. Le matin de Thanksgiving, je suis resté assise dans ma Honda, dans l'allée, pendant 1 minute entière avant de sortir, et Naomi, sur la banquette arrière, a demandé « Maman, on y va ?»
Oui, mon bébé, ai-je répondu, on y va. Le SUV de Whitney était déjà là. Ma grande sœur a 38 ans. Elle a 2 filles blondes, Cordelia, qui a 10 ans, et Brun, qui en a 7. Son mari, Shaun, est un homme bien, qui s'est marié dans la mauvaise famille. Je l'ignorais, à l'époque. Cordelia et Brun sont sortis en courant, les premières. Elles ont serré Naomi dans leurs bras, comme le font des cousines. Puis, Cordelia a reculé, a penché la tête, et a dit, ça a l'air de faire beaucoup de travail. Le sourire de Naomi s'est crispé, d'une manière que j'avais vue bien trop souvent. Ça l'est, a-t-elle répondu. C'est maman qui l'a fait. À l'intérieur, ma mère portait déjà son tablier. Mon père était déjà devant la télévision. La table de la salle à manger était dressée pour 6, avec des marque-places écrits avec une calligraphie soignée pour Meredith, Franklin, Whitney, Shaun, Cordelia, et Brun. Il n'y avait pas de marque-place pour moi. Il n'y avait pas de marque-place pour Naomi. Je venais fêter Thanksgiving dans cette maison depuis 35 ans. Je n'avais jamais vu la table dressée sans moi. Ma mère est sortie de la cuisine, portant une cuillère de service. Elle a regardé Naomi. Elle ne s'est pas baissée à son niveau. Elle est restée bien droite, et a pointé du doigt le tabouret pliant, qu'elle avait installé à côté de l'îlot central. Toi, a-t-elle dit. Viens ici, Naomi. Écoute bien. Tu n'es pas de la vraie famille. Va dans la cuisine, c'est là qu'est ta place. Les filles de Whitney s'assoient avec la famille. C'est comme ça. La main de Naomi s'est serrée autour de la mienne. Elle a chuchoté, maman, est-ce que je peux m'asseoir avec toi? Dans une minute, bébé, ai-je dit. J'observais la pièce. Whitney était déjà apparu dans l'encadrement de la porte de la cuisine, souriant uniquement avec la bouche. Shaun se tenait derrière elle, les mains dans les poches, regardant le sol. Mon père était toujours dans le salon. Il avait monté le volume du match de football. Le tabouret était pliant, de 60 cm de haut, en bois dur, sans coussin. Sur l'îlot de la cuisine, ma mère avait posé une assiette en carton, et un petit gobelet en plastique contenant du cidre pétillant. Cordelia et Brun avaient une table rose assortie, installée dans le salon, avec de vraies chaises et des marque-places calligraphiées. Naomi a grimpé sur le tabouret. Elle est restée immobile. Elle n'a pas pleuré. Cordelia est entrée dans la cuisine, avec l'iPhone de sa mère. Je vais prendre une photo pour l'album, cousine, a-t-elle dit. Souris. Naomi a souri, de la même façon que les enfants sourient, quand ils essaient de ne pas rater un examen. Cordelia a publié la photo sur l'album iCloud partagé, intitulé « Id Family 2025 ». C'était un album que ma nièce avait créé pour sa fête d'anniversaire de ses 9 ans, l'année précédente. Elle m'y avait ajouté à l'époque, quand j'étais encore sur la liste des personnes que sa mère la laissait fréquenter. Personne n'avait géré l'album depuis, jusqu'à ce que mon Apple Watch vibre sur mon poignet, avec une notification. Cordelia a ajouté une photo à Id Family 2025. Je n'ai pas ouvert l'application. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà ce que montrait la photo. J'ai jeté un coup d'œil dans le salon. Mon père regardait le match de Détroit, la télécommande à la main, et le regard baissé. Il n'avait pas regardé Naomi une seule fois, depuis notre arrivée. À 14 heures, ma mère s'est levée en bout de table, avec son Riesling, et a levé son verre. À cette famille, a-t-elle déclaré. Aux vrais membres, autour de cette table, et à une nouvelle année passée à ne pas lâcher ce qui fait de nous ce que nous sommes. Whitney a hoché la tête. Shaun a fixé son assiette. Mon père a soulevé son verre d'un petit centimètre. Cordelia et Brun ont fait teinter leur gobelet de jus de pomme. Naomi, sur son tabouret pliant à 3 mètres de là, a posé sa fourchette en plastique. Elle l'avait tenue au-dessus de son assiette tout ce temps, sans manger. Elle s'est mise à pleurer silencieusement, la bouche fermée. Ma mère a posé son verre. Elle s'est dirigée vers la cuisine. Elle portait quelque chose dans sa main droite, que je n'ai pas vu clairement, jusqu'à ce qu'elle soit déjà derrière ma fille. Le premier bruit a été un petit cliquetis sec, puis un autre. Ensuite, ma mère a reculé, tenant ses vieux ciseaux de couture à manches en laiton, ce qu'elle gardait dans sa salle de couture, depuis que j'étais petite. Elle les avait descendus de l'étage. Elle avait prémédité son geste. 2 tresses gisaient sur le lino. L'une faisait 18 cm, l'autre 20.
la bouche de Naomi s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Ma mère s'est redressée, et a regardé au-dessus de la tête de ma fille, puis au-delà de moi, fixant un point sur le mur. Sa voix était calme. C'était la voix qu'elle utilisait, quand elle corrigeait ma grammaire quand j'étais enfant. Connais ta place, petite usurpatrice. Tu ne seras jamais l'une des nôtres. Ensuite, elle a giflé ma fille en plein visage. Naomi est tombée du tabouret. Sa tête a heurté le placard du bas, dans sa chute. Whitney est apparue dans l'encadrement de la porte de la cuisine, a analysé la situation en une seconde, et a dit « Maman ne le pensait pas comme ça ». Shaun était derrière elle, les mains toujours dans ses poches, les yeux toujours baissés. Mon père n'est pas venu. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas levé la main. Je me suis baissé, et j'ai d'abord ramassé ma fille. Elle était très légère. Elle s'est accrochée à mon cou des deux mains, comme si elle avait de nouveau 6 mois. Ricanement ensuite, je l'ai calée sur ma hanche, j'ai ouvert le deuxième tiroir du meuble à couvert de ma mère, et j'ai sorti un grand sac Ziploc, de la boîte qu'elle avait acheté chez Costco. J'ai ramassé la première tresse sur le lino. J'ai ramassé la seconde tresse. Je les ai mises dans le sac. Je l'ai scellé. J'ai rangé le sac dans mon sac à main. Puis, je suis passé devant ma mère, devant Whitney, et devant Shaun. Les yeux de Shaun se sont levés. Sa bouche a bougé. Il n'a rien dit. Je l'ai dépassé. Je n'ai pas fermé la porte d'entrée derrière moi. J'ai attaché Naomi dans son siège auto. J'ai vérifié sa joue. Il y avait la marque rouge d'une paume, qui se dessinait sur sa pommette gauche, et qui s'assombrissait déjà sur les bords. Elle était très silencieuse. Je me suis installé au volant, et j'ai conduit. L'autoroute Hill-40, le soir de Thanksgiving, n'est pas très fréquentée. Les bretelles de sortie étaient vides. Naomi n'a pas parlé pendant les 15 premières minutes. Puis, au niveau de la sortie Wendell, elle a touché sa propre joue avec 2 doigts, a laissé retomber sa main, et a demandé, de sa petite voix osotante, « Maman, est-ce que mes cheveux vont repousser ?» Je n'ai pas pu lui répondre pendant 30 secondes. Je suis sorti de l'autoroute, pour m'arrêter dans une station-service Sunoco. L'horloge du tableau de bord affichait 20h53. J'ai coupé le moteur, je me suis retourné sur mon siège, et j'ai regardé le visage de ma fille. « Oui, mon bébé », ai-je répondu. « Plus vite que tu ne grandiras. » J'ai appelé Deirdre depuis le parking de cette station-service. Deirdre Bell coiffait ma fille depuis que Naomi avait 1 an. Elle possède un salon sur la 9e rue, à Durham, appelé Crown & Qual Studio. Elle a 44 ans. Elle a grandi en Louisiane. J'ignorais toute l'histoire sur la raison pour laquelle elle m'avait choisi, mais j'allais la découvrir 3 semaines plus tard. Elle a décroché à la 2e sonnerie. J'ai dit, Deirdre, c'est Abby. Ma mère s'est attaquée aux tresses de Naomi avec des ciseaux, ce soir. Il y a eu une seconde entière de silence. Puis, Deirdre a répondu, avec sa voix douce du café du samedi matin, amène-la samedi matin. J'ouvrirai à 9h. J'ai dit, merci. Elle a ajouté, ramène-la chez vous en sécurité, c'est tout. Je suis rentré à la maison. Quand nous nous sommes garés dans mon allée, à 21h15, la sonnette ring a détecté notre approche. Naomi a monté les marches du Porsche, serrant son sac Ziploc dans sa petite main, avec la marque rouge qui gonflait sur sa joue, et ses tresses disparues. La caméra a tout filmé. Le Crown & Qual Studio a une pancarte peinte à la main, sur la vitrine, qui indique « Ouvert ». Le vendredi matin, quand je me suis garé à 9h, Deirdre l'avait retourné sur « Fermé ». Rendez-vous privé. Elle nous a accueillis à la porte, vêtue d'un t-shirt gris doux, avec de l'huile d'argan sous les ongles. Elle ne m'a pas regardé. Elle a plié les genoux, jusqu'à être au niveau de Naomi. « Ça va aller, mon bébé ?» a-t-elle dit. « Viens, entre. » Naomi a levé les yeux vers elle, avec le regard d'une petite fille à qui on avait dit, la veille, qu'elle n'était pas de la vraie famille. Elle a chuchoté, « Madame Deirdre, ils m'ont coupé. » Deirdre a répondu, « Je sais, bébé. Viens, entre. » Elle a conduit ma fille jusqu'au fauteuil pivotant en velours violet, près de la vitrine. Je me suis assise sur la chaise d'attente, derrière elle, pour pouvoir observer à travers le miroir. Deirdre ne m'a posé aucune question. Elle ne voulait pas connaître l'histoire.
Elle voulait s'occuper des cheveux. Pendant 45 minutes, elle a travaillé en silence. Elle a sorti l'huile d'argan, la crème coiffante dans son petit pot en verre, et les élastiques avec des perles en bois. Elle a mouillé les cheveux de Naomi. Elle a massé son cuir chevelu. Elle a séparé les mèches, elle les a torsadées, et elle les a épinglées. Elle a fait 2 nouvelles tresses, plus épaisses que celles que ma mère avait coupées, avec des nœuds à 2 niveaux sur les pointes. Naomi n'a pas prononcé un mot. Elle regardait les mains de Deirdre, dans le miroir. Elle n'avait pas été touchée avec bienveillance par un autre adulte que moi, depuis 14 heures. Elle a commencé à expirer lentement. Quand Deirdre a terminé, elle a reculé d'un pas. Elle a regardé le reflet de ma fille. Ensuite, elle m'a regardé dans le miroir. « Est-ce que je peux filmer quelque chose ?» a-t-elle demandé. Juste pour TikTok. Je ne montrerai pas son visage. J'ai hoché la tête. Deirdre a sorti son iPhone de sa poche arrière. Elle a enroulé un foulard lâchement autour des épaules de Naomi, pour qu'elle soit couverte de dos, et elle l'a déplacé vers le grand fauteuil dans le coin, où elle était complètement hors du cadre. Ensuite, elle s'est placée devant le miroir de son salon, et a tourné la caméra vers elle-même. Elle a brandi ses longs ciseaux de coiffure en acier inoxydable, ses propres ciseaux, pas ceux de ma mère. Elle a parlé pendant 90 secondes. « Ce ne sont pas juste des cheveux », a-t-elle déclaré. C'est l'identité d'une enfant. Et quelqu'un lui a dit, hier soir, qu'elle n'était pas assez vraie pour les garder. Je m'appelle Deirdre. Je coiffe ce bébé depuis qu'elle a 1 an. Elle est assez vraie. Elle a toujours été assez vraie. Et si vous aimez un enfant, dans ce pays, vous protégez ses cheveux, comme vous protégez son nom. Elle a appuyé sur « Publier » à 18h12. Le hashtag était #Sheisreal9, elle est assez vraie. Elle a verrouillé son téléphone, s'est retournée, et a dit à ma fille « Maintenant, on va aller te chercher un milkshake, bébé ». Cette nuit-là, j'ai ouvert l'application de la caméra Ring, et je suis remonté jusqu'au jeudi, à 21h15. Nous étions là, moi tenant la main de Naomi. Naomi avec la marque rouge sur sa joue, ses 2 tresses coupées court, et le sac Ziploc contre sa poitrine. Je n'ai pas supprimé la vidéo. Je l'ai enregistrée dans un dossier que j'ai nommé « Personnel ». J'ai nommé le fichier « Thanksgiving 2025 ». Je ne savais pas encore si j'en aurais besoin un jour. Je savais seulement que je ne serais pas celle qui oublierait. À 23h53, mon téléphone a vibré. TikTok. La vidéo de Deirdre, 890 000 vues. Je me suis assise sur le bord de mon lit. Naomi dormait dans la pièce voisine. J'ai rafraîchi l'application. À chaque fois que je le faisais, le chiffre grimpait de 20 000. Le téléphone m'a réveillé à 4 heures du matin. Ce n'était pas un appel. C'était le son de mon téléphone, qui abandonnait la gestion des notifications. TikTok, Instagram, X, Threads. La vidéo avait traversé d'une plateforme à l'autre, pendant la nuit. 2,3 millions de vues. Les commentaires commençaient tous de la même façon, « Oh mon Dieu !» Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai fait du café. Je l'ai bu debout. Ensuite, j'ai réveillé ma fille, et je l'ai conduite aux urgences de Wake, à Cary, à 8h30 du matin. Le docteur Amelia Thorne a examiné la joue gauche de Naomi. La marque s'était assombrie pendant la nuit, pour devenir un hématome violacé, de la taille et de la forme de la paume d'une femme adulte. Le docteur Thorne l'a photographiée. Elle l'a mesurée. Elle a posé 3 questions à Naomi, avec cette voix calme qu'utilisent les pédiatres, et Naomi a répondu avec son aisément, honnêtement, sans se cacher. Le docteur Thorne s'est tourné vers moi. « Vous avez bien fait de l'amener » a-t-elle dit. Si quiconque pose la question, y compris vos parents, le dossier médical existe. Il est dans le système de Wake. Il ne disparaîtra pas, j'ai répondu, merci. Elle n'a pas appelé les services sociaux. Elle n'en avait pas besoin. J'étais la mère, pas l'agresseuse. Ricanement mais elle a noté dans le dossier, avec sa propre écriture soignée, que la blessure avait été infligée par la grand-mère maternelle, devant témoins, lors d'un dîner de Thanksgiving à Cary, en Caroline du Nord. Elle a entouré le mot « grand-mère » 2 fois. Sur le trajet du retour, j'ai vérifié mon téléphone. 4,6 millions de vues. À 23h15, ce samedi soir, mon téléphone s'est allumé à nouveau. Pas TikTok.
Un SMS provenant d'un numéro que je ne connaissais pas. Madame Id, j'ai vu la vidéo. Je n'ai besoin d'aucune explication. S'il vous plaît, dites-moi ce dont Naomi a besoin, pour lundi. Une journée normale, de la bienveillance supplémentaire, un coin tranquille, ou si elle a besoin de rester à la maison. Quoi que ce soit. Ma classe peut l'accueillir. Karen Ashby. Je l'ai lu 2 fois. Madame Ashby est la maîtresse de CE2 de Naomi, à l'école primaire de Bradford. Je l'avais rencontrée 3 fois. Elle était la professeure de Naomi depuis 2 mois et demi. Je me suis assise dans ma cuisine, j'ai lu ce message une 3e fois, et j'ai pleuré silencieusement, la main sur la bouche. À 23h52, mon téléphone a sonné. C'était mon beau-frère, Shaun. Abby, a-t-il dit. Sa voix était basse. Whitney dormait dans la chambre d'à côté. Il avait bu. Il n'avait pas l'air ivre. Il avait l'air sobre, d'une manière que je n'avais pas entendue chez lui depuis 10 ans. Écoute, il y a quelque chose que tu dois savoir, à propos de la conversation de groupe. Elle s'appelle Cousin Famille uniquement. J'y suis depuis notre mariage. Whitney ignore que j'y ai encore accès. Ce qu'elle a écrit là-dedans, cette année. Il faut que je t'envoie des captures d'écran. Mais pas ce soir. J'ai besoin de m'y préparer. Laisse-moi une semaine. J'ai répondu, quand tu seras prêt. Il a dit, il va me falloir un peu de courage. Il a raccroché. J'ai posé mon téléphone. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai ouvert mon ordinateur portable, sur le comptoir de la cuisine, à 2h du matin le dimanche, et j'ai ouvert un nouveau document Google. Je l'ai intitulé « Ébauche du fond d'Iléa ». Je ne savais pas pourquoi j'avais tapé ce prénom. Je savais seulement qu'une femme nommée Dileya avait existé, à la toute périphérie de mon enfance, comme un murmure. Ma grand-mère avait prononcé son nom une fois, sur son lit de mort. Ma mère ne l'avait jamais prononcé du tout. J'ai tapé une ligne, pour chaque enfant à qui on a dit qu'il n'était pas assez vrai. Ensuite, j'ai fermé l'ordinateur. À 6h30 du matin, mon téléphone a sonné. C'était un producteur de Ral Raleigh. Ral est la chaîne affiliée à NBC, pour la région du Triangle. Je n'ai pas répondu à leur appel. À 18h, le dimanche soir, ils ont diffusé un segment de 90 secondes, dans le journal du week-end. La présentatrice s'appelait Deborah Morgan. Elle a lu l'histoire de manière neutre, sans commentaire. Elle a prononcé la phrase « Elle n'était pas assez vraie », avec un bandeau en dessous, en texte blanc. Elle a nommé la ville de Carrie. Elle n'a pas prononcé mon nom, ni celui de ma fille. Elle a précisé que Ral avait contacté la famille pour obtenir une réaction. Je n'avais pas répondu. 15 minutes plus tard, ma sonnette a retenti. Par le Judas, j'ai vu une femme d'environ 30 ans, blonde, portant un gros pull crème, et tenant un petit carnet en cuir. Elle s'est présentée comme une journaliste indépendante, écrivant pour un magazine de Raleigh. Elle voulait m'interviewer. Elle a dit s'appeler Jamila Foster. Je l'ai remerciée d'être venue. Je n'ai pas ouvert la porte plus grand. J'ai dit non. Elle a laissé une carte dans ma boîte aux lettres. Elle s'est dirigée vers sa Toyota Corolla, garée sur le trottoir. Avant de monter, elle a passé un coup de téléphone. La caméra Ring a capté le son. Elle ne va pas parler, a dit Jamila. Je te l'avais dit. Elle est partie. J'ignorais qui était à l'autre bout du fil. J'allais le découvrir 4 jours plus tard. 15 minutes après cela, la sonnette a de nouveau retenti. Cette fois, c'était l'agent Garrett Reeve, qui habite de l'autre côté de la rue. Il portait une chemise en flanelle et un jean. Son insigne était dans sa poche arrière. Il tenait un sac en papier, provenant de la cuisine de sa femme. Nadine et moi avons vu la vidéo, a-t-il dit. On ne va pas revenir frapper à votre porte après ça. Je voulais juste que vous sachiez que, si une voiture se gare devant chez vous et qu'elle n'a rien à y faire, on gère. Caméra Ring ou pas, ça n'a pas d'importance. N'hésitez pas. Il m'a tendu le sac contenant 3 muffins au citron et aux graines de pavot. J'ai dit, merci, Garrett. Il a hoché la tête, et est retourné de l'autre côté de la rue. À 22h, ce soir-là, Deirdre m'a appelé. Abby, a-t-elle dit, une de mes anciennes clientes de Chapelle, il vient de m'envoyer un message privé. Elle a dit quelque chose d'étrange.
Elle a dit, demande à ton amie si elle a une tante nommée Dileya. Si c'est le cas, c'est ça toute l'histoire. Je me suis assise dans mon lit. J'ai dit à Deirdre que j'avais entendu ce nom une fois. Juste une fois. Quand ma grand-mère était en train de mourir, elle m'avait tenu la main, et avait chuchoté, Meredith et Dileya. Tu devrais connaître ce nom. Puis, elle était morte avant que je ne puisse lui poser la question. J'ai raccroché. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai tapé dans Google Scholar, Dileya Ashworth, 1978, Caroline du Nord. Le premier résultat était un article d'histoire évalué par des pairs, publié en 2023 par le Dr Cassius Ashworth Renfro, professeur associé d'histoire à l'université Duke, à Durham. Le titre était « Excommunication et la longue ombre, une histoire de famille, 1978 à 2023 ». J'ai lu le résumé 3 fois. Naomi est entrée dans ma chambre à 23h30. Elle portait son éléphant en peluche. Elle n'a rien dit. Elle a grimpé sur mon lit, et s'est blottie contre moi. J'ai fermé l'ordinateur, je l'ai serré contre moi, et je lui ai chanté le Somewhere Over the Rainbow qu'elle me réclamait depuis qu'elle avait 4 ans. Au milieu du deuxième couplet, dans l'obscurité, elle a chuchoté, « Maman, est-ce que je suis toujours assez vrai ?» J'ai répondu, « Tu es la personne la plus vraie de cette maison, bébé. » À 3h52 du matin, elle dormait encore. Mon téléphone s'est allumé. Une notification de message privé TikTok, venant d'un compte certifié. René Dowey, Dove Global. Le lundi matin à 6h52, René Dowey avait transféré son message à Deirdre, et Deirdre me l'avait transféré. Il disait, « Mademoiselle Bell, je m'appelle René Dowey. Je suis responsable de marque senior, pour le partenariat Crown Act de Dove. J'ai vu votre vidéo sur mon fil d'actualité personnel. J'aimerais qu'on discute, non pas de la vidéo, mais de ce qui vient ensuite. Pas de pression. Pas de délai. Mon numéro de portable est ci-dessous. » Deirdre et moi sommes restés bloqués sur ce message, pendant 20 minutes. Puis, Deirdre a dit, « Elle est authentique, Abby. Et Dove soutient le Crown Act depuis que la Géorgie a fait passer la loi. Ce n'est pas un coup de pub. » J'ai répondu, « Donne-moi 2 jours. » À 7h12, Deirdre est apparue dans l'émission CBS Morning, par satellite depuis un studio de Durham. Nat Burleson lui a posé une seule question. Deirdre a répondu lentement. Elle a dit, « Je coiffe ce bébé depuis qu'elle a 1 an, et jeudi soir, quelqu'un lui a dit qu'elle n'était pas assez vraie pour garder ses cheveux. Alors, j'ai dit ce qui devait être dit. » Le bandeau sous son visage affichait She Israel 9. À 7h30, mon téléphone comptait 92 messages non lus. À 9h14, Whitney m'a envoyé un SMS pour la première fois en 5 jours. Ça va trop loin, Abby. Maman n'a pas dormi de la nuit. Elle pleure. Papa refuse de sortir du lit. Je sais que Thanksgiving a dégénéré, mais il faut qu'on parle. On pensait passer aujourd'hui, juste pour voir Naomi. Juste pour s'excuser. On peut ? A dégénéré. Comme si les ciseaux n'avaient été qu'un simple changement de météo. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran du message, et je l'ai envoyé à Sean. Il a répondu en 90 secondes. C'est le script de maman. Whitney ne fait que le transmettre. À 11h, l'émission The View a commencé. Whoopi Goldberg a brandi une photo imprimée, tirée de la vidéo de Deirdre. Elle a dit, « Maintenant, parlons de cette histoire de Thanksgiving en Caroline du Nord, parce que les amis, celle-là fait mal. » Joy Behar a ajouté, « La mère ne s'est pas contentée de dire quelque chose de blessant. Elle s'en est prise aux tresses de ce bébé avec des ciseaux. » Sonny Austin a déclaré, « Et c'est pour cela que le Crown Act existe dans 24 États, parce que cela arrive encore en 2025. » Anna Navarro a prononcé le hashtag à voix haute, à la télévision nationale, en pleine journée. Aucune d'entre elles n'a prononcé le nom de ma mère, mais à midi, tout le monde à Carrie le connaissait. À 11h53, mon téléphone a sonné. Meredith Id. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. Je l'ai écouté dans ma cuisine, avec ma fille dans la pièce voisine, en train de dessiner à table. La voix de ma mère est sortie de mon haut-parleur, comme si elle lisait une carte que quelqu'un avait écrite pour elle. Abby, chérie, c'est maman. Je sais que ce week-end a été difficile. Ton père et moi aimerions passer cet après-midi, vers 15h. On adorerait voir Naomi,
juste pour lui dire bonjour. Et ma chérie, est-ce que tu pourrais sourire pour la caméra? Quand on passera. Pour les filles. Il y aura quelqu'un avec nous. Une gentille amie, Jamila. Elle écrit pour le magazine local. Elle va nous aider à tourner la page. J'ai arrêté le message vocal. Tourner la page. J'ai ouvert l'application de la caméra Ring. J'ai confirmé les paramètres. Détection de mouvement, activée. Enregistrement audio, activé. Notification, tous les appareils. 15 heures approchaient. À 15h15, la sonnette Ring a retenti. Ma mère était sur le porche, dans un manteau en laine bleu marine. Ses cheveux venaient d'être coiffés. Elle tenait une petite boîte Nordstrom, enveloppée dans du papier doré. Mon père se tenait un demi-pas derrière elle, les mains dans les poches de son manteau, les yeux rivés sur ses chaussures. 3 mètres plus loin sur l'allée, Jamila Foster, du magazine de Raleigh, se tenait debout, un petit appareil photo Nikon autour du cou, et une main nonchalamment glissée dans la poche de sa veste. J'ai ouvert la porte d'une quinzaine de centimètres. Pas plus. Ma mère a tendu la boîte emballée, à travers l'entrebâillement. Ma chérie, a-t-elle dit, nous sommes venus apporter quelque chose à Naomi, pour les fêtes. On sait que jeudi a été compliqué. Est-ce qu'on pourrait entrer une minute? Juste en famille. Je n'ai pas pris la boîte. J'ai regardé par-dessus son épaule, la femme avec l'appareil photo. Maman, ai-je demandé. Qui est cette femme? Ma mère a tourné légèrement la tête. Oh, a-t-elle dit joyeusement. C'est Jamila. C'est une amie. Elle était dans le quartier. Jamila Foster a reculé d'un petit pas, par rapport au porche. Elle n'est pas partie. Sa main droite est restée dans la poche de sa veste. Je découvrirai plus tard qu'elle tenait un dictaphone numérique, et qu'elle l'avait allumé au moment même où elle était sortie de sa voiture. Depuis l'intérieur de la maison, Naomi s'est avancée dans le couloir derrière moi. Elle s'est arrêtée à 3 mètres de distance, à moitié cachée par l'encadrement de la porte de mon salon. Ses nouvelles tresses étaient bien visibles. La marque sur sa joue était passée du violet à un léger marron. Elle a regardé sa grand-mère. Puis, elle a regardé son grand-père. Aucun des deux n'a regardé sa joue. Ma mère a vu sa petite fille, et a levé la boîte emballée plus haut. Elle a utilisé le diminutif qu'elle n'avait pas employé depuis 8 mois. Nounou, regarde. Mamie t'a apporté un cadeau. Ma fille n'a pas bougé. Elle n'a pas parlé. Puis, elle s'est retournée, et retournée dans sa chambre, et a fermé la porte doucement. J'ai commencé à refermer la porte d'entrée. Ma mère a posé sa main sur l'encadrement. Abby, n'ose pas me fermer cette porte au nez. Cet enfant doit un sourire à cette famille. C'est la moindre des choses, après que nous lui ayons ouvert notre maison, toutes ces années. J'ai sauvé cet enfant d'une vie misérable. Elle me doit bien ça. Je n'ai pas élevé la voix. Tu ne l'as sauvé de rien, ai-je dit. J'ai fermé la porte. La sonnette Ring a enregistré la phrase suivante de ma mère, alors qu'elle se tenait encore sur mon porche. Elle ignorait que ça filmait toujours. Mon père, lui, le savait. Il fixait le petit œil noir de la caméra, pendant qu'elle le disait. Elle me doit un sourire. C'est la moindre des choses. Il s'est retourné. Il est retourné seul à la voiture. Jamila Foster ne l'a pas suivi. Elle est restée sur mon allée pendant encore 20 secondes. Ensuite, elle est retournée lentement vers sa Corolla, et a sorti son téléphone. La caméra Ring l'a capté sur le trottoir. J'ai ce qu'il me faut, a-t-elle dit. Mais ce n'est pas ce qu'elle m'avait demandé d'obtenir. Elle est partie. J'ai regardé l'enregistrement 3 fois, ce soir-là. Puis, j'ai sauvegardé le fichier. Je l'ai nommé, 1er décembre. Ensuite, je m'en suis envoyé une copie par email, une copie à Deirdre, et une copie dans un dossier de mon Google Drive que j'avais étiqueté « Sauvegarde ». Naomi a dormi dans mon lit, cette nuit-là. Elle n'a pas posé de questions sur ses grands-parents. Elle a demandé, avec son aisément, « Maman, est-ce que mes cheveux repoussent ce mois-ci, ou le mois prochain ?» J'ai répondu, « Les deux, bébé. » Franklin m'a appelé à 10h23, le mercredi suivant. C'était la première fois que mon père m'appelait en tête-à-tête, depuis 3 ans. Il n'a pas commencé par dire bonjour. Abby,
Ta mère ne sait pas que j'appelle. J'ai vu la vidéo. J'ai vu les infos. Je ne te demande rien. Je voulais juste. Je voulais que tu saches que je l'ai vu. Il a fait une pause. Il s'est raclé la gorge. J'aurais dû dire quelque chose jeudi. Je sais que j'aurais dû. Ça fait longtemps que je ne dis plus rien, maintenant. Il a raccroché. Je ne l'ai pas rappelé. J'ai écrit dans mon carnet, papa a appelé. C'est tout. Le dimanche 7, Whitney a envoyé un long SMS. Abby, il faut que tu arrêtes ça. Maman est brisée. Papa parle à peine. L'association des détaillants de meubles de Wake pose des questions. Papa risque de perdre son siège au conseil d'administration. À cause de ce que toi et cette coiffeuse êtes en train de faire. Tu détruis la famille pour une coupe de cheveux. S'il te plaît, pour Naomi, pour les filles. Fais juste une déclaration, en disant que c'était un malentendu. Pour une coupe de cheveux. J'ai transféré le message à Shawn, sans commentaire. Il a répondu dans la minute. C'est le texte de maman. Elle n'écrit pas ça toute seule. La conversation de groupe empire. J'aurai des captures d'écran pour toi la semaine prochaine. Le jeudi matin 11, un email est arrivé dans la boîte de réception de ma clinique, provenant d'un domaine que je ne connaissais pas. L'expéditrice était Jamila Foster. L'objet était « Ce qui s'est réellement passé lundi ». Madame Id, commençait le message. Je m'appelle Jamila Foster. Lundi, je suis venu sur votre porche. Dans le cadre d'un arrangement dont j'ignorais totalement qu'il prendrait cette tournure. On m'avait dit que je couvrais un reportage sur une réconciliation. On m'avait dit que votre mère allait s'excuser officiellement. Quand j'ai entendu ce qu'elle a réellement dit, j'ai pris une décision. J'ai l'enregistrement audio. Je ne publierai rien sans votre permission. Si vous le voulez, il est à vous. Si vous voulez qu'il ne voie jamais le jour, il ne le verra jamais. J'ai répondu par une seule ligne. Merci. S'il vous plaît, gardez-le en sécurité. Je vous recontacterai. Cet après-midi-là, Naomi est rentrée de l'école primaire de Bradford, avec une grande feuille de dessin dans son sac à dos. Madame Ashby avait demandé à la classe de dessiner leur vraie famille, pour le mur de gratitude de la salle de classe. Naomi avait dessiné 4 personnages, se tenant la main. Une femme avec de longs cheveux bruns, une femme avec des boucles naturelles et un tablier de salon de coiffure, une femme avec des cheveux doux et un cœur en papier sur la poitrine, et un homme en chemise de flanelle, portant 3 muffins. En bas à droite, avec ses lettres majuscules de CE2, elle avait écrit « Ma vraie famille ». Il n'y avait pas de grand-mère. Il n'y avait pas de grand-père. Il n'y avait pas de tante Whitney. J'ai scotché le dessin sur mon réfrigérateur, avec le maniet en forme de banane. Je me suis assise à la table de ma cuisine, et j'ai pleuré silencieusement, la main sur la bouche, pour que ma fille ne m'entende pas. Si vous avez déjà été l'enfant assis à la mauvaise table, ou le parent qui a fini par dire non, dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout le monde. Et restez avec moi, car ce qui va suivre est ce que ma mère n'avait jamais vu venir. Le mercredi suivant, le 17 décembre, j'ai emmené Naomi chez Crown & Qual, pour son rendez-vous bimensuel habituel. Elle avait déjà dit à Deirdre qu'elle voulait que ses cheveux aient du volume, comme le jour où j'étais passé chez Hélène. Elle avait confondu CBS avec l'émission d'Hélène DeGeneres. Deirdre ne l'avait pas corrigé. Quand les cheveux de Naomi ont été finis, Deirdre a demandé à Nadine Reeve, qui était venue de sa maison d'en face, d'emmener ma fille à la pâtisserie du coin. Ensuite, Deirdre s'est tournée vers moi, et m'a dit, viens t'asseoir. Il y a quelque chose que je garde depuis longtemps, et que je veux te donner. Elle a glissé la main sous l'étagère du bas de son armoire à fournitures, et a sorti un album en cuir marron, format A4, dont les coins portaient les marques du temps. Elle l'a posé sur la console entre nous. Elle a ouvert la première page. La première photographie était de moi. J'avais 27 ans, et je tenais ma fille sur mes genoux. Naomi avait 18 mois. Elle portait ses 2 toutes premières tresses. Deirdre se tenait derrière moi dans le miroir, sa main encore dans les cheveux de Naomi. La date était inscrite avec l'écriture cursive et soignée de Deirdre, dans le coin de la page, 14 mars 2018. J'ai tourné la page. Naomi a 2 ans, Naomi a 3 ans, Naomi a 4 ans, Naomi à chaque visite. Une photo pour chaque rendez-vous, 192 au total.
J'ai regardé Deirdre. Ma voix tremblait. Pourquoi as-tu gardé tout ça? Deirdre m'a regardé droit dans les yeux. Elle n'a pas scié. J'ai grandi en Louisiane, a-t-elle dit. Ma cousine Marissa a été adoptée par sa tante, en 1995. La famille ne l'a jamais acceptée. Elle a fugué à 16 ans, et elle est morte à 22 ans. Je sais à quoi ça ressemble. Je sais l'odeur que ça a, elle a fait une pause. Quand tu as amené Naomi à l'âge de 18 mois, j'ai pu sentir cette odeur sur ta mère, depuis le parking. Alors, j'ai commencé à garder une trace. Chaque visite, chaque coiffure. Je n'espérais pas me tromper. J'attendais le jour où il franchirait une ligne suffisamment visible. Pour qu'un téléphone puisse la filmer. Il fallait bien que quelqu'un regarde. Il fallait bien que quelqu'un garde les preuves. Elle a tourné jusqu'à la photo de Naomi à 5 ans, riant derrière sa main. C'est ma préférée, a-t-elle avoué. Regarde ses yeux. Personne qui aime un enfant ne pourrait regarder ce visage et la traiter d'usurpatrice. Elle a feuilleté jusqu'à la dernière page. Glissée dans la pochette arrière, se trouvait une enveloppe scellée de couleur crème. À l'extérieur, écrit à l'encre bleue d'un stylo plume, on pouvait lire « Pour le jour où quelqu'un s'en prendra à elle ». Deirdre a expliqué, la femme de Chapel Hill qui m'a envoyé un message, celle qui a mentionné Dileya, elle a laissé ça au salon il y a 2 ans, en disant de ne l'ouvrir que si quelque chose de mal se produisait. Eh bien, elle a fait glisser l'enveloppe sur la console. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier à lettres crème et épais, avec 3 lignes tracées à la même encre bleue de stylo plume. Je m'appelle Elena Renfro. La mère de mon fils est Dileya Ashworth Renfro. Meredith est sa sœur. Mon fils est ton cousin. Appelle quand tu seras prête. Suivez un numéro de téléphone, avec l'indicatif 770. Marietta, en Géorgie. J'ai levé les yeux vers Deirdre. Elle a dit, si tu veux, on peut donner l'album à René chez Dove. Si tu ne veux pas, on l'enterre. C'est toi qui décides. J'ai regardé la photo de ma fille à 3 ans, riant de rien du tout, portant 2 tresses bouffantes et un nœud de travers. Je veux faire quelque chose de plus grand, ai-je dit. Pas seulement pour Naomi. Pour chaque enfant dont la famille a décidé qu'il n'était pas assez bien. Deirdre a hoché la tête une fois. Alors, faisons ça. J'ai appelé le numéro de Marietta, ce soir-là, à 21h15. La ligne a sonné 3 fois. Puis, la voix d'une femme plus âgée a répondu, basse et sans surprise. J'attends cet appel depuis 48 ans. Elle s'appelait Dileya. Le mardi 6 janvier, le conseil de l'association des détaillants de meubles du comté de Wake a voté concernant le siège de mon père. L'article du règlement intérieur qu'ils ont cité était l'article 8, section 3, conduite portant préjudice à la profession. Le vote a été de 11 voix pour la révocation, 2 pour le maintien, 1 absent. Mon père n'a pas fait appel. Cette semaine-là, Idom Furnishing a perdu son contrat avec le restaurant Angus Barn Steakhouse. L'hôtel Instead a suivi. Le Raleigh Marriott a fait de même. Mon père ne m'a pas appelé. Il m'a écrit une lettre, sur son papier à lettres monogrammées. Je ne l'ai pas ouverte avant 6 semaines. Le mercredi 14, Sean Carrington m'a donné rendez-vous au café du Weaver Street Market, à Chapel Hill. Il m'a tendu son iPhone. Il avait créé un dossier dans ses photos, étiqueté « Sauvegarde conversation ». La conversation de groupe cousin-famille d'uniquement de Whitney avait été entièrement capturée. Le message le plus ancien qu'il avait conservé datait de mai 2024. Il disait, honnêtement, la petite commence à ressembler à une toute autre espèce. Maman n'a pas tort de la tenir à l'écart, lors des réunions de famille. Au début de l'année 2025, Whitney avait proposé le plan de table de Thanksgiving. 3 semaines avant Thanksgiving, Whitney avait envoyé une photo de Naomi, prise à la fête d'anniversaire de Cordelia, avec un mot en dessous. C'était un mot que je ne répéterai pas ici. C'était un mot que je n'avais jamais entendu ma sœur prononcer à voix haute, et je comprenais maintenant pourquoi elle n'en avait jamais eu besoin. Elle l'utilisait dans ce groupe, depuis des années. Sean a dit, j'ai tout copié avant qu'elle ne puisse l'effacer. C'est à toi. Il a aussi ajouté, je demande le divorce le mois prochain. C'est pourquoi, le lundi 19, un email est arrivé dans la boîte de réception de ma clinique. Dr. Cassius Ashworth Renfro,
professeur associé d'histoire, Université Duc. Objet, de la part de votre cousin. Aucune réponse n'est nécessaire. Madame Id. Ma mère est Dileya. Votre mère est sa sœur. Je suis à Duc depuis 2019. Je n'ai pas pris contact avec vous, parce que ma mère me l'a demandé. Et que j'ai respecté ses limites. Elle a changé d'avis depuis. Elle aimerait rencontrer Naomi. J'aimerais vous rencontrer. Il n'y a aucune obligation, mais si vous êtes ouverte à l'idée, je connais un café situé à mi-chemin entre nos deux bureaux. J'ai répondu par une seule ligne. Samedi à 10h. Le samedi 24, j'ai rencontré Cassius au café Peloton, à Durham. Ricanement il était grand, avait l'air d'un universitaire, et avait les tempes grisonnantes. Il avait 48 ans. Il portait un dossier Kraft. À l'intérieur du dossier, se trouvait la photocopie d'une lettre que sa mère avait écrite en 1978. Il m'a d'abord raconté l'histoire. En 1978, sa mère Dileya avait 24 ans. Elle l'avait adopté via une agence privée, alors qu'il avait 1 an. Leur famille élargie avait organisé une réunion. Les parents de Dileya, mes grands-parents, lui avaient ordonné de rendre l'enfant, ou de quitter la famille. La sœur de Dileya, âgée de 16 ans, Meredith, ma mère, avait été l'adolescente la plus bruyante de la pièce. Franklin, à 18 ans, était le petit ami de ma mère. Il était resté au fond. Il n'avait pas prononcé un mot. Dileya avait choisi l'enfant. Elle était partie pour Marietta, le lundi suivant. Cassius a fait glisser la lettre sur la table. Elle a écrit ça à ta grand-mère, en partant. Ta grand-mère l'a gardée, mais l'a cachée à Meredith. Ma mère ignorait son existence, jusqu'à la mort de grand-mère en 2011. Je l'ai lu. Le papier était fin, et jauni au coin. L'encre avait pâli. L'écriture de Dileya était jeune et ferme. Vous avez traité mon fils d'1 an d'usurpateur. Vous ne me ferez pas peur au point de vous croire, mais retenez bien mes mots. Un jour, l'une de vos propres filles ramènera à la maison un enfant qui ne vous ressemblera pas, et vous entendrez ce mot sortir à nouveau de votre bouche. Quand ce jour arrivera, souvenez-vous de qui vous avez protégé aujourd'hui, et de qui vous avez abandonné. Je n'ai pas pleuré dans le café. J'ai terminé mon café. J'ai demandé à Cassius quand sa mère venait dans le Nord. Il a répondu, en mars. Le dimanche 8 février, l'association des parents d'élèves de la Raleigh Academy a tenu sa réunion annuelle. La nouvelle présidente a présenté une motion, demandant que ma mère démissionne de son poste de secrétaire, à la lumière d'affaires publiques récentes, qui entraient en conflit avec la charte anti-harcèlement que Meredith Id avait personnellement rédigée en 2019. Le vote a été de 18 voix contre 3. Ma mère a quitté la réunion avant l'annonce des résultats. Elle m'a envoyé un email ce soir-là, qui disait dans son intégralité, « J'espère que tu es contente. Tu m'as tout pris. » Je ne lui ai pas répondu. Le samedi 21 février, Shawn Carrington a déposé une demande de séparation légale d'avec ma sœur, dans le comté de Wake. Selon la loi de Caroline du Nord, un divorce définitif ne pouvait être accordé qu'après 1 année de séparation, ce qui signifiait que le divorce lui-même ne serait pas finalisé avant février 2027. Bien loin du champ de vision de ma fille. Mais Shawn a déménagé ce samedi-là, dans un petit appartement à Cary Village. Il a demandé la garde temporaire de Cordelia et Brun le même jour. Sa déclaration sous serment nommait la conversation de groupe de la famille de Whitney, et le mot que Whitney avait utilisé au sujet de Naomi. Il m'a appelé ce soir-là. C'est la première fois en 10 ans que je n'ai pas honte d'être père. Cordelia et Brun viendraient nous rendre visite pour la première fois en avril. Ma fille apprendrait ce que le mot « cousine » signifiait réellement. Le vendredi 27, ma mère est entrée dans le studio Crown & Qual, vêtue d'un manteau de laine gris. Deirdre ricanement était en plein rendez-vous avec une cliente de longue date. Ma mère a dit « J'aimerais vous parler de ma fille, et de ma petite-fille. » Deirdre a posé son peigne. Elle a dit, de sa voix du café du samedi matin, « Madame, ceci est un rendez-vous privé. Vous voulez parler à votre fille ? Allez frapper à sa porte. Vous voulez parler à votre petite-fille ? Vous n'en avez pas le droit. S'il vous plaît, sortez. » Ma mère est restée plantée là, pendant 20 secondes. Puis, elle s'est retournée, et elle est partie. La clochette de la porte a tinté derrière elle. Le vendredi 6 mars, ma tante Dileya est arrivée à Raleigh.
Cassius l'a conduite depuis l'aéroport. Elle est venue directement chez moi depuis RDU. Naomi a ouvert la porte. Dileya avait 71 ans, les cheveux argentés, le dos droit. Elle a mis un genou à terre, pour se mettre à la hauteur de ma fille. Elle n'a pas prononcé un mot pendant 15 secondes. Naomi a parlé la première. Elle a regardé le visage de la femme, et elle a demandé, « Est-ce que tu es ma grand-tante » Dileya a répondu, « Je suis celle qui t'attendait. » Le dimanche 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, la campagne Dove Real Beauty for Real Kids a été lancée au Career Center. 220 places. René Dowey avait organisé l'événement avec son équipe. Le premier rang était réservé. Moi, Naomi, Dileya, Deirdre, Shaun, Cordelia, Brun, l'agent Rive et Nadine, Madame Karen Ashby, Cassius, et le mari de Cassius, Beau. Les rangées du fond étaient destinées à la presse. Mes parents n'étaient pas sur la liste des invités. Naomi portait une robe violette. Deirdre l'avait coiffée la veille au soir. Il y avait une chaise, au premier rang, avec une petite plaque en laiton vissée au dossier. On y lisait « Naomi Id ». C'était le tout premier marque-place qui avait jamais été fait pour ma fille, avec son prénom éplé correctement, et sa chaise de la même taille que celle de chaque côté d'elle. À 10h15, le bénévole aux portes d'entrée a appelé René dans son oreillette. Ma mère était apparue dans le hall, avec un bouquet de lys blanc. Mon père était derrière elle. Une photographe, qu'aucun de nous n'avait jamais vue, les accompagnait. Le bénévole, un étudiant de Duc en polo noir, a dit « Madame, votre nom n'est pas sur la liste ». Ma mère a souri de ce sourire qu'elle avait répété dans la voiture. Il n'a pas besoin d'y être. Je suis de la famille. Depuis le premier rang, Cassius s'est levé. Il s'est dirigé vers le hall. Je ne l'ai pas suivi. Il s'est posté devant ma mère, et a dit doucement, pour que seul elle et mon père puissent l'entendre, « Madame, vous ne savez pas qui je suis. Mais je sais exactement qui vous êtes. » Le visage de ma mère s'est décomposé, pour la première fois de toute sa vie. Elle a dit, « Dileya est là. » Cassius a répondu, « Elle est là depuis plus longtemps que vous. Elle attend depuis 48 ans. » Mon père a fait un petit pas en arrière. Il a regardé ma mère. Il a regardé l'homme qui se tenait devant lui, dont le visage était fait de morceaux du visage de ma tante, et de morceaux d'un père qu'il n'avait jamais connu. Il a toussé. Ma tante Dileya s'est levée de sa chaise au premier rang, et a marché lentement dans l'allée centrale, vers le fond de la salle. Elle s'est arrêtée aux portes du hall. Ma mère a vu sa sœur pour la première fois, en 48 ans. Dileya était calme. Elle n'avait rien répété. Meredith, a-t-elle dit, ça fait longtemps. Elle a tendu la lettre originale de 1978. Ensuite, elle s'est tournée, et l'a présentée à mon père. Franklin, a-t-elle ajouté, j'ai besoin que tu lises ceci, juste une fois, puis décide de ce que tu vas faire. Mon père a pris la lettre à deux mains. Il l'a dépliée. Il l'a lue. Ça lui a pris environ 1 minute. Il ne l'a pas lue à voix haute. Tout le monde au premier rang le regardait. Chaque journaliste au dernier rang l'observait. Quand il a eu fini, il a regardé la lettre une fois de plus. Ensuite, il a regardé sa femme. Puis, il a regardé son ex-belle-sœur. Enfin, il a baissé les yeux vers le sol en marbre du hall du Career Center. J'ai laissé faire une fois, a-t-il dit. Je ne laisserai pas faire une deuxième fois. Il a rendu la lettre à Dileya. La voix de ma mère a fusé dans l'air. Franklin n'ose même pas. Cet enfant. Elle s'est interrompue. Elle a vu les 200 personnes qui la regardaient. Elle a baissé la voix, mais pas assez. Cet enfant allait avoir une belle vie grâce à nous. Elle nous doit bien ça. Je l'ai sauvée d'une vie misérable. Je l'ai sauvée. Je l'ai sauvée. René Dowey s'est levé discrètement, à l'avant de la salle. Elle a fait un petit signe de tête au technicien, à la régie son. Des haut-parleurs de la salle, a retenti l'enregistrement de la caméra Ring. Un son clair. Un son horodaté. 1er décembre, 15h17. La voix de ma mère, exactement telle qu'elle avait parlé sur mon porche. Elle me doit un sourire. C'est la moindre des choses. Les 200 personnes présentes dans la pièce, ont entendu ma mère en direct, et ma mère enregistrée, dans les mêmes 12 secondes. Ma mère a reculé d'un pas.
Elle est devenue livide. Je me suis levé de mon siège, au premier rang. Je me suis avancé dans l'allée. Dans ma main droite, je tenais un grand sac Ziploc. À l'intérieur du sac, se trouvaient les 2 tresses, qui étaient en ma possession depuis 101 jours. Je n'ai pas brandi le sac. Je ne l'ai pas soulevé au-dessus de ma tête. Je suis passé devant ma mère, et j'ai posé le sac sur la petite table de conférence, là où se tenait la photographe. Ensuite, je me suis tourné vers ma mère. Je n'ai pas crié. Tu ne lui as pas coupé les cheveux courts, ai-je dit. Tu t'es coupé toi-même de sa famille. Je suis retourné à ma place. Mon père a regardé ma mère. Il a prononcé 3 mots. Il faut y aller. La photographe a rangé son appareil. Ma mère est sortie la première. Mon père l'a suivie jusqu'aux portes du hall, et là, il s'est arrêté. Il s'est retourné. Il est rentré à l'intérieur. Il s'est dirigé vers Dileya, et a pris ses 2 mains. Il les a tenues pendant 1 seconde. Puis, il les a relâchées. Ensuite, il est allé s'asseoir, dans la toute dernière rangée du public. Renée Doway est montée sur scène. Elle a regardé Naomi, au premier rang. Naomi a hoché la tête. Ma fille est montée sur la petite scène. Elle tenait son dessin du mur de gratitude de Madame Ashby, celui qui disait « Ma vraie famille ». Elle l'a brandi en l'air. Elle a parlé dans le micro, avec le zézément sur ses « R » qu'elle avait depuis l'âge de 3 ans. Ma mamie a dit que j'étais une petite usurpatrice, a-t-elle déclaré. Mais je ne fais pas semblant. Voici ma vraie famille. Ce sont ces personnes-là, qui font que je suis assez vrai. La salle a applaudi. Dileya a pleuré silencieusement, depuis son siège. Deirdre n'a pas pleuré. Elle a souri. Je me suis assise. J'ai senti le poids du sac Ziploc quitter ma poitrine, pour la première fois en 101 jours. C'est cet après-midi-là que mes parents ont appris quelle était leur place. C'était la dernière rangée d'une pièce qui n'avait pas besoin d'eux. Après les discours, mon père s'est approché de moi dans l'atrium. Il ne m'a pas touché. Il a demandé, est-ce que je peux lui écrire? Pas aujourd'hui. Quand elle sera prête, ai-je répondu. Écris-moi en premier. Il a hoché la tête. Il est sorti, et a rejoint sa voiture, seul. Cette nuit-là, Naomi s'est endormie sur mon épaule, sur la banquette arrière, pendant que Cassius nous ramenait à la maison. Le sac Ziploc était dans mon sac à main. L'album de Deirdre était dans le sac à dos, à mes pieds. Le dessin qui disait « Ma vraie famille » reposait sur les genoux de ma fille. Personne n'a parlé, pendant les 20 premières minutes du trajet. Le 15 mars, la campagne Dove a été lancée à la télévision nationale, le dimanche matin. Des spots de 30 secondes ont été diffusés sur CBS, ABC et NBC. Deirdre était le visage de la campagne. Naomi n'est apparue que dans le montage Instagram de 2 minutes, de dos uniquement, portant un foulard, avec mon autorisation écrite. Le slogan était inscrit sur la dernière image, en lettres blanches. Chaque enfant est assez vrai. L'album que Deirdre avait conservé pendant 8 ans, faisait partie de la campagne. 12 des 192 photographies y ont été utilisées. Le soir du 30 mars, le fonds Dileya a été lancé, dans une petite salle de bal du centre de formation continue de Duc. 65 personnes étaient présentes dans la salle, des éducateurs, des défenseurs de l'adoption, des professionnels de la coiffure, et des journalistes de la région du Triangle. Dileya était l'intervenante principale. Elle a parlé pendant 90 secondes. Ce fonds existe, a-t-elle déclaré, parce qu'on a dit à une enfant qu'elle n'était pas vraie. On m'a dit la même chose, en 1978. Personne n'a construit ça pour moi, alors nous l'avons construit pour elle, et pour ceux qui viendront après elle. Le capital de départ s'élevait à 185 000 €, provenant de Dove et de donateurs privés. La mission du fonds était de financer des bourses, et d'offrir un accès aux soins capillaires, pour les adoptés transraciaux de Caroline du Nord et du Sud. Naomi était assise au premier rang, tenant son dessin. Le dimanche 12 avril, mon père a déposé une demande de séparation légale de ma mère, dans un cabinet d'avocats aux affaires familiales de Carrie. Selon la loi de Caroline du Nord, le divorce définitif ne serait prononcé qu'en avril 2027, mais il avait déjà emménagé dans un petit appartement meublé, sur Carrie Village Drive. Ma mère a appris la demande par le cabinet d'avocats. Elle a appelé ma sœur 6 fois, cette nuit-là.
Whitney n'a pas répondu. Whitney avait bloqué le numéro de ma mère, la semaine où Shawn lui avait montré la lettre de 1978. Cet après-midi-là, un petit mot de 2 lignes est arrivé dans ma boîte aux lettres, écrit de la main de mon père. J'ai lu la lettre 3 fois. Je suis désolé pour toutes les années que cela a pris. J'ai rangé le mot dans le même tiroir que celui où je garde les dents de lait de Naomi. Le lundi 20, Madame Karen Ashby a installé son mur de gratitude du printemps, dans la classe de CE2 de l'école primaire de Bradford. Chaque élève a noté 3 noms de personnes qui les faisaient se sentir vrais. Naomi ricanement a écrit sa liste, avec ses lettres majuscules de CE2. Maman, Madame Deirdre, grand-tante Dileya, Madame Ashby, l'agent Rive, Cordelia, et Brun. Madame Ashby a ri doucement. Bébé, ça fait plus que 3. Naomi a répondu, j'ai beaucoup de vraies familles, maintenant. Le dimanche 3 mai, la newsletter mensuelle de l'Association des détaillants de meubles de Wake a annoncé le nom du nouveau membre du conseil d'administration, remplaçant le siège de mon père. Il s'agissait de Beau Renfro, le mari de mon cousin Cassius, propriétaire de Renfro Custom Woodworking à Durham. Le conseil l'avait élu uniquement sur la base de ses mérites. Personne ne savait qu'il était de la famille. Le même soir, ma tante Dileya s'est assise dans sa cuisine à Marietta, et a composé le numéro de ma mère, à partir d'un indicatif 770 que ma mère ne connaissait pas. Ma mère a décroché à la 3e sonnerie. Dileya a dit, il n'est pas trop tard. Ma mère n'a rien dit pendant 2 secondes. Ensuite, elle a raccroché. Dileya n'a plus jamais rappelé. Le samedi 16 mai, le Crown & Qual Studio a ouvert son 2e salon, au 421 Fayetteville Street, dans le centre-ville de Raleigh. Naomi a coupé le ruban. Dileya tenait les ciseaux de cérémonie, longs, argentés, gravés, et complètement différents des ciseaux de cuisine qui se trouvaient dans la salle de couture de sa sœur. Cassius et Beau étaient là. Shawn était là, avec Cordelia et Brun, qui avaient appris à dire le mot « cousine » comme s'il signifiait quelque chose. Madame Ashby était là. L'agent Rive était là, dans une chemise que Nadine avait repassée 2 fois. Mon père n'était pas là. Mais ce matin-là, un bouquet de pivoine blanche est arrivé au salon, avec une carte écrite de sa main. Pour ma petite fille, avec tout l'amour de ton grand-père. J'ai glissé la carte dans mon sac à main. Naomi ne l'a pas vue. C'était à moi de la lui donner, un autre jour. 400 personnes ont franchi les portes de Crown & Qual, ce matin-là. Naomi était assise dans le haut fauteuil de salon, près de la vitrine, tournant lentement sur elle-même. Elle portait un titre que Deirdre avait inventé pour elle, directrice de l'inspiration. Elle prononçait le mot « inspiration » comme si elle le savourait. À 16 heures, nous sommes rentrés à la maison, dans le quartier de Five Points. Dans mon jardin, il y a un jeune cornouiller, que j'ai planté fin février. Sous cet arbre, cet après-midi-là, j'ai creusé un petit trou avec une truelle de jardin. Naomi tenait la truelle comme si c'était un flambeau. Dileya se tenait derrière elle. Deirdre se tenait derrière moi. Cassius se tenait au bord du parterre de fleurs. J'ai ouvert mon sac à main. J'en ai sorti le sac Ziploc. J'ai déposé le sac dans le trou. Dileya a posé la lettre originale de 1978 juste à côté. Naomi a versé de la terre par-dessus. Elle a aplati la terre, avec le dos de la truelle. Personne n'a rien dit. Deirdre a commencé à fredonner Somewhere Over the Rainbow. Naomi s'est jointe à elle, toujours avec son aisément sur les « R ». Cette nuit-là, sur le comptoir de ma cuisine, j'ai créé un nouvel album dans la photothèque de mon téléphone. Je l'ai nommé « La vraie famille de Naomi, 2026 et au-delà ». La première photo montrait Naomi sur le fauteuil du salon, en train de tourner. La deuxième montrait Dileya, debout derrière elle, les mains posées sur les épaules de ma fille. La troisième était une photo du sac Ziploc vide, posé sur la console avant que je ne l'enterre. Le dessin qui disait « Ma vraie famille » était posé à côté. Ma mère pensait qu'un enfant pouvait être réduit à une taille plus facile à contrôler pour elle. Ma fille n'a jamais été un objet à contrôler. Elle était une vraie petite fille, dans un vrai monde, et elle était mienne. Non pas parce qu'un morceau de papier le disait, mais parce que je suis resté. Parce que Madame Deirdre est restée. Parce que grand-tante Dileya est restée. Parce que l'agent Rive a apporté des muffins. Parce que Madame Ashby a laissé la porte de sa classe ouverte. Parce que Cordelia et Brun ont appris à dire cousine,
comme si cela avait un sens. C'est ça, la vraie famille. Ceux qui restent. Si quelqu'un dans votre vie est resté alors qu'il n'y était pas obligé, un professeur, un voisin, une amie de votre mère, parlez-moi d'eux dans les commentaires. Prononcez leur nom à voix haute, car c'est ce qui rend un enfant assez vrai. Abonnez-vous, si cette histoire vous a touché. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Pour chaque enfant assis à la mauvaise table ce soir, votre vraie famille est quelque part. Et certains d'entre eux vous attendent déjà.